L'Indo-Pacifique, c'est le concept géopolitique à la mode. Omniprésent dans les milieux stratégiques et la sphère médiatique, mobilisé par de nombreux pays, rejeté par d'autres, c'est le nouveau cadre pour penser la rivalité sino-américaine au XXIe siècle. Je suis Mathieu Turpin. Je suis Nathan Salé, et ensemble, en 5 épisodes, nous allons analyser avec des chercheurs et chercheuses spécialistes de la région la position de 5 pays pivots dans la zone. Vous écoutez GeoAsia, le podcast qui décrypte les dynamiques géopolitiques à l'œuvre dans la zone Indo-Pacifique. Dien Bien Phu, le 8 mai 1954. Le camp français cède face aux offensives des troupes du général Giap. Selon une étude émanant de l'école de guerre, l'état-major de Saigon aurait substitué aux faits, c'est-à-dire aux renseignements sérieux qui lui parvenaient, l'idée préconçue qu'il se faisait du Viet Minh. En effet, lorsqu'on aborde le Vietnam contemporain, c'est d'abord une relation particulière avec les puissances occidentales qui vient à l'esprit. On aura en tête la colonisation française, Dien Bien Phu, puis un conflit que l'on connaît surtout du point de vue américain, la guerre du Vietnam. Mais c'est une représentation partielle, dans ce pays qui est déjà un agrégat culturel en soi. En effet, l'histoire du Vietnam est aussi à comprendre dans sa relation avec le voisin chinois. 10 siècles de domination chinoise, jusqu'à l'indépendance du pays au XIe siècle, ont largement influencé la culture vietnamienne. C'est donc un pays qui a un passé chargé vis-à-vis des États-Unis, mais aussi de la Chine, les deux puissances qui sont justement aux prises dans la région. Jusqu'à présent, dans GeoAsia, nous avons traité de 2 pays au cœur de la notion d'Indo-Pacifique. L'Inde, évidemment, dont la présence est même nominale dans cette notion, et Taïwan, décrite tantôt comme nœud, tantôt comme pivot, qui se voit être au centre de toutes les stratégies indo-pacifiques, et qui trouve dans ce concept un intérêt pour faire entendre sa position. Le Vietnam, pays au centre géographique de la notion, puisque situé en Asie du Sud-Est, à la confluence des 2 océans, paraît lui aussi central. Il est d'ailleurs identifié comme un partenaire régional de premier plan dans la stratégie indo-pacifique américaine de février 2022. Pourtant, il faut aussi se demander comment Hanoï perçoit le concept. Le Vietnam, à la différence de l'Inde par exemple, n'a développé aucune stratégie indo-pacifique officielle. Du point de vue vietnamien, les intérêts semblent plutôt se trouver dans un espace géographique beaucoup plus restreint. La mer de Chine méridionale, mer de l'Est pour les Vietnamiens, en particulier avec les litiges autour des Spratleys. Un statut, une position, qui en font le cas idéal pour s'interroger sur les représentations dans l'analyse géopolitique. Se pose ainsi la question du rapport d'Hanoï au concept d'Indo-Pacifique, un concept étranger qui peut sembler imposé au Vietnam, mais qui contribue à définir les dynamiques avec lesquelles il est obligé d'évoluer. Pour aborder ces enjeux, nous avons le plaisir de recevoir Benoît Tréglodet, et on retrouve tout de suite Mathieu Turpin, en compagnie de notre invité. Benoît Tréglodet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Vous avez entre autres été directeur de l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine, l'IRASEC, à Bangkok, de 2008 à 2012, et vous êtes spécialiste de l'histoire et de la géopolitique du Vietnam. Merci de nous accompagner pour cette émission. Alors, je commencerai très simplement, et dans la continuité de cette introduction, par vous demander, Benoît Tréglodet, quelle perception a le Vietnam du concept d'Indo-Pacifique ? Alors pour le Vietnam, pour Hanoï, la notion d'Indo-Pacifique n'est pas une notion très aisée ou très, très agréable. En fait, ils ont effectivement tardé à s'exprimer ou à se positionner sur ce concept étranger qui est parfaitement en fait, exogène, extérieur à la pensée stratégique vietnamienne ou à la façon dont le Vietnam conçoit sa politique européenne, sa politique de défense et sa politique étrangère. Donc oui, il faut d'abord interroger cette notion d'Indo-Pacifique. Qu'est-ce que ça veut dire l'Indo-Pacifique et pourquoi l'Indo-Pacifique a été un concept ou est toujours un concept si difficile à prendre en compte pour les États d'Asie du Sud-Est. Le Vietnam, de ce point de vue-là, n'est pas seul, n'est pas isolé. L'Asie du Sud-Est et l'association régionale, l'ASEAN, a des difficultés à gérer cette notion d'Indo-Pacifique. Pourquoi ? Effectivement, très simplement, d'abord parce que la plupart des dirigeants de la zone, et je pense aux 11 pays de la région, j'ajoute le Timor oriental également, à la région sud-est asiatique, les 11 pays de la région ont toujours pensé en fait leur arrimage aux affaires du monde dans une équidistance, dans une recherche d'équilibre permanente entre les blocs, entre les grandes puissances et entre les puissants. Tous ces pays développent des concepts assez
classique de diplomatie des 1000 amis, ou etc. On veut travailler avec tout le monde, on ne veut pas choisir de camp, etc. Et dès le départ, à l'inverse, l'Indo-Pacifique, tel qu'il a été pensé, théorisé, alors là, on ne va pas revenir sur l'historique ou la généalogie en fait du concept, entre l'Inde, le Japon ou les États-Unis. On est clairement dans un concept en fait qui est pensé comme étant un concept de containment, comme un concept de résistance ou d'influence. L'Indo-Pacifique, c'est un concept de diplomatie d'influence. C'est pas un concept qui existe naturellement, c'est un concept artificiel, c'est un concept diplomatique qui est poussé et qui est porté par des chancelleries occidentales dans un rapport au pouvoir, aux hiérarchies de pouvoir sur la scène internationale qui est en train d'évoluer très rapidement ces derniers temps. Donc on est face à quelque chose qui est une création. On est face à quelque chose qui a été importé et qui a été imposé à des dirigeants sud-est asiatiques qui doivent faire face, parce qu'effectivement, c'est aussi un moyen pour eux, peut-être d'avoir certains avantages, mais en même temps, c'est un concept qui est très marquant, donc il faut faire attention qu'il ne positionne pas trop le pays vis-à-vis de la Chine, parce qu'on parle de ça. Et le Vietnam, dès le départ, a toujours pensé élaboré sa pensée stratégique, élaboré sa politique de défense ou ses relations avec l'étranger comme étant, on a parlé de cette diplomatie du bambou, on parle surtout en fait d'une recherche permanente de l'équilibre. Et donc aujourd'hui, des émissaires américains, japonais, indiens, européens, français viennent et leur demandent d'intégrer ou d'essayer d'adopter en fait cette vision du monde qui fonctionne autour de cette nouvelle bicéphalité entre les grands groupes, des grands sous-ensembles. Ça marche pas très bien. Et les Vietnamiens ne le cachent pas. L'Indo-Pacifique tel qu'il est pensé à Washington ou à Tokyo ou à Delhi, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à gérer. Ils sont par contre contraints de le faire, parce que c'est comme ça que désormais fonctionnent les relations internationales, c'est comme ça que fonctionnent leurs relations avec l'étranger, et notamment avec les pays occidentaux. Donc ils sont dans une position inconfortable entre les deux, et ils ont décidé de satisfaire un petit peu tout le monde. Tout à fait, on voit bien que c'est une représentation, mais une représentation aussi qui va moduler justement ces relations internationales dans la zone, avec des tendances. Donc vous l'expliquez très bien, Indo-Pacifique, on rappelle toujours que c'est quand même pensé d'abord face à la Chine, par les pays occidentaux et leurs alliés dans la zone. Mais justement, cette tendance, donc la Chine, elle aussi, va chercher plutôt à développer son modèle, sa vision des relations internationales. Et vous écrivez d'ailleurs dans un récent article consacré justement aux États d'Asie du Sud-Est face à l'éventualité d'une guerre à Taïwan, et je vous cite là, de nombreux sont ceux qui n'hésitent plus à critiquer ces valeurs occidentales pour leur décalage avec, et vous citez vos entretiens, ce que l'on pense en Asie du Sud-Est. Et beaucoup donc qui vont privilégier ce rapport, on le disait, quand même des liens historiques et aussi une proximité très simplement géographique avec la Chine. Donc est-ce que les pays occidentaux sont en train de perdre sur le terrain des perceptions en Asie du Sud-Est, en cherchant vraiment à imposer ce concept d'Indo-Pacifique ? Bon, vous l'avez évoqué, on est d'abord dans une logique de dictature du géographique. Le Vietnam a géré une frontière commune, à la fois terrestre et maritime. Ça, c'est une donnée objective qui, de toute façon, est insurmontable. Secondo, on est face à un pays qui a un régime politique qui, aujourd'hui, est encore estimé comme étant jumeau à celui existant chez son voisin du Nord, en Chine. Et cette existence en fait de deux régimes politiques similaires, gérés par deux partis communistes au pouvoir depuis bien longtemps, depuis grosso modo la fin de la Seconde Guerre mondiale ou la fin de la guerre d'Indochine ou la fin de la guerre civile en Chine, ça a constitué des généalogies de pouvoir. Ça a constitué des solidarités de pouvoir et ça a constitué des entités politiques qui se comprennent et qui s'auto-alimentent. On sent que c'est vraiment quelque chose d'important à avoir à l'esprit et c'est quelque chose qui, chez les dirigeants vietnamiens, compte dans leur capacité à se libérer ou à développer un discours parfaitement indépendant autour de ce concept d'Indo-Pacifique
avec ses interlocuteurs occidentaux. Il est guère possible en fait pour les élites vietnamiennes aujourd'hui d'élaborer un discours du rapprochement direct et sans embâche avec les États-Unis qui déroulent face à eux effectivement cette stratégie indo-pacifique, parce que dans un même temps, même s'ils ont des différends avec Pékin, ils ont avant tout cette même entité politique qui les réunit, ces mêmes partage en fait d'histoire commune qui reste un élément comme la géographie assez peu dépassable. Donc au-delà même de cette notion d'Indo-Pacifique, cette forme de non-alignement, de recherche d'équilibre sur la scène internationale serait en fait intrinsèque à la politique étrangère du Vietnam? L'État-nation vietnamien s'est construit, vous l'avez dit, au fil de son histoire sur un besoin de distinction. Un besoin de distinction par rapport à la Chine, puissance coloniale qui l'a construite, qui l'a façonnée, qui a façonné ses institutions, sa langue, ses coutumes, ses cultures, sa cuisine au cours des siècles. Donc effectivement, si on regarde en fait l'histoire de la colonisation française au Vietnam, si on regarde les guerres du XXe siècle au Vietnam, si on regarde, on est face à des acteurs politiques qui n'ont pas le choix que de se confronter à cette mémoire, que de se confronter à cette histoire commune. Et on est dans une logique, dans un terreau d'histoire commune qu'il faut prendre en compte. Donc effectivement, là-dedans, on est en pleine réelle politique. Les Vietnamiens ont su, à la fin des années 40, qu'ils avaient besoin de Mao Tse-tung et de la République populaire chinoise s'ils voulaient gagner la guerre contre la France, qui occupait la plus grande partie du pays à ce moment-là. Ils ont su par la suite, effectivement, lorsque les Américains ont pris le relais au Vietnam, qu'ils avaient besoin de soutien financier, en matériel militaire, en hommes également, de la part du bloc des pays socialistes. Et parallèlement à cela, ils savaient très bien qu'ils avaient affaire à traiter avec la Chine, qui, au cours des siècles, a toujours été un voisin encombrant. Donc, il ne peut pas y avoir de distinction entre le Vietnam est soudainement pro-chinois ou pro-américain ou est capable de choisir. La politique vietnamienne en tant que telle est très profondément est liée à ce devoir, à ce besoin, à cette obligation de recherche d'équilibre en permanence entre les blocs, entre Pékin et le camp occidental. Donc ça, l'Indo-Pacifique n'a rien changé de ce point de vue-là. On sait donc que ce parti-État vietnamien s'est quand même construit autour du fait guerrier, et il mobilise encore notamment la mémoire de ces conflits pour entretenir sa légitimité. Mais il y a un conflit, certes relativement court, qui est souvent oublié, c'est justement celui avec la Chine, avec cet autre parti-État communiste, entre février et mars 1979, même s'il y a encore eu des affrontements sur les années qui ont suivi. Est-ce que cette mémoire joue aussi un rôle auprès de l'opinion publique vietnamienne face à la montée en puissance chinoise? Est-ce que c'est mobilisé par ce parti-État? Alors, vous évoquez cette guerre éclair. On a souvent tendance à la limiter ou à la résumer, à lui offrir cette définition-là d'éclair de février 1979, guerre des frontières, qui a marqué durablement en fait le paysage de ces paysages transfrontaliers. Je ne sais pas si certains des auditeurs sont allés au sud de la Chine ou au nord du Vietnam, dans la province de Lang Son, de Cao Bang, de Ha Giang. Partout, des cimetières parsèment le territoire, comme dans le Guangxi chinois, c'est la même chose. Et vous trouverez chaque fois des monuments aux morts qui sont divisés en trois parties distinctes. Une partie haute, qui fait référence en fait aux combattants décédés lors de la guerre contre la France. Par la suite, à ceux morts dans la guerre contre les États-Unis. Et en bas de chaque monument, il y a marqué c'est pas une guerre contre la Chine, parce que c'est très difficile de pouvoir apporter un nom ou nommer très clairement en fait ce qu'il a pu se passer en 79 ou à partir de 79, mais c'est la guerre des frontières. C'est la fameuse guerre des frontières de 79 qui, malheureusement pour les Vietnamiens, ne s'est pas limité à un mois de combat, mais a perduré dans les années 80 où, effectivement, sporadiquement, de violentes batailles ont opposé soldats vietnamiens et soldats chinois dans les territoires du Nord transfrontaliers. Et les derniers coups de mortier
chinois sur le sol vietnamien date de juillet 1989 dans la province de Cao Bang, dans le district de Trung Hain, tout en haut, le fameux district qui accueille les chutes de Ban Dop, qui sont un lieu très symbolique dans la culture vietnamienne et dans sa gestion en fait, de sa relation avec Pékin. Et ça, est-ce que c'est toujours mobilisé justement bon, on y viendra après, mais sur, par exemple, les litiges autour des îles Spratly, avec les avancées, on peut parler de beaucoup de choses, polarisation de la Chine, sachant qu'il y a aussi eu justement des affrontements sur mer avec la Chine à cette même période. Est-ce que c'est aussi mobilisé justement dans cette rhétorique du parti État vietnamien? Alors, tout État sur le globe, quelle que soit la nature de son régime politique, mobilise son histoire à des fins patriotiques, à des fins de cohésion sociale, à des fins de protection en fait, de l'identité nationale. C'est pas commun aux démocraties ou aux régimes plus autoritaires. Donc Bien le sûr. Vietnam n'y échappe pas. Le Vietnam, très classiquement, vit depuis 30 ans dans une période qui est dite nouvelle. C'est une période où, par pragmatisme politique et économique, il a fallu, le pays a dû s'ouvrir, il fallait essayer de tourner le dos, tourner la page aux terribles années 70 et 80 qui coûtèrent la vie de milliers de personnes au Vietnam, ou qui fuirent, ou qui moururent de faim, tellement la situation était compliquée dans le pays. Le tournant économique qu'on appelle celui du Doi Moi, qui a été lancé en 1986 au Vietnam, marqué donc par une ouverture économique qui a davantage de pragmatisme de la part des autorités vis-à-vis des régimes étrangers, forcément a poussé en fait le pays à ne plus avoir une lecture aussi fermée en fait de son positionnement sur la relation internationale. Vous l'évoquez, le Doi Moi, cette période de transition importante dans l'histoire du Vietnam, en 86-87. C'est aussi le moment où le Vietnam sort de ce qu'on appelle parfois l'état garnison. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, c'est un état guerrier, avec une armée populaire extrêmement importante, mais qui s'est beaucoup transformée, déjà transformée pendant la guerre du Vietnam, et qui se retrouve donc à cette période, en 87, comme 5e armée du monde. Alors certes, sous une forme de perfusion de l'URSS, mais qui a quand même, en matière d'effectifs et de dotation, des volumes qui sont extrêmement conséquents. Elle s'inscrit par ailleurs dans une doctrine assez héritée des modèles soviétiques, c'est-à-dire fondée sur la masse. Mais depuis, les menaces et les intérêts vietnamiens ont largement évolué. Alors comment est-ce que cette armée s'est adaptée en conséquence ? Alors, permettez-moi de revenir, avant de traiter directement de la question de l'armée populaire du Vietnam, sur la suite en fait, de votre question autour des mobilisations populaires, du rapport à l'histoire, parce que c'est très important. En fait, on ne peut pas comprendre le positionnement du Vietnam aujourd'hui si on met de côté en fait, la contrainte incroyable qu'a pu représenter sur une population jeune. On parle aujourd'hui de plus de 105 millions d'habitants au Vietnam. Il y a une immense majorité de la population vietnamienne qui n'a pas connu la guerre, qui n'a pas connu 1975, qui n'a pas connu la guerre directe, celle de 79 ou la guerre des frontières, parce qu'elle se situait autour des frontières du Nord et pas dans le reste du pays. Donc il a fallu quand même faire face à quelque chose de concret. C'est cette transformation du pays qui a poussé une jeunesse à se tourner vers le monde, à regarder ce qui se passe ailleurs dans des pays qui fonctionnent différemment, avec parfois du multipartisme, avec des régimes parfois plus libéraux, avec etc. Et avec désormais la possibilité de quitter le pays, de disposer de son passeport, d'aller faire des études à l'étranger. Tout ça a créé un énorme choc dans la population vietnamienne et parfois, pour certains, en fait, a été vécu comme étant un décalage un peu frustrant par rapport à des autorités qui, elles, sont restées assez stables, assez rigides ou assez, tout au moins, conçues autour du même modèle depuis 70 ans. Et donc, c'est cette différence qui forcément, décennie après décennie, marque le paysage culturel et politique vietnamien qui a représenté ou qui représente toujours pour les autorités politiques aujourd'hui un risque, une crainte.
Et le parti communiste vietnamien, son objectif premier, il est encore une fois de conserver le pouvoir. Il n'est pas de le céder ou de le partager. Et donc pour conserver ce pouvoir, pour toujours bénéficier d'une légitimité populaire qui ne lui fasse pas craindre en fait des révolutions de couleur, comme on a pu le voir dans d'autres pays en Asie, il faut mobiliser. Il faut faire en sorte que la cohésion sociale soit toujours là. Alors il y a plusieurs outils pour faire ça. Il y a certains outils classiques, qui est l'outil de la répression, du contrôle social. Il y a des lois sur la cybersécurité qui sont très efficaces. Il y a un ministère de la sécurité publique qui travaille extrêmement minutieusement dans le pays. Donc tout ça, ça fonctionne. Dans des régimes autoritaires, c'est des choses qui sont des outils qui sont vraiment utilisés. Mais parallèlement à ça, il faut aussi avoir un sorte de contrôle doux. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que le patriotisme pour contrôler doucement en fait ces populations, pour lui donner envie véritablement de croire en son protecteur. Et croire en son protecteur, il faut mobiliser des mémoires douloureuses et montrer que ces mémoires douloureuses peuvent se reproduire aujourd'hui, demain. Évidemment, vous avez évoqué cette question de la mer de Chine méridionale. La mer de Chine méridionale, d'une certaine façon, et pardonnez-moi ce résumé, mais c'est du pain béni pour le Parti communiste vietnamien, parce que ça crée un sentiment de fragilité, permanent, que le parti, que ces instances de mobilisation peuvent utiliser pour pouvoir montrer encore une fois qu'il n'y a qu'un seul acteur qui protège la population vietnamienne, c'est le parti, et c'est grâce au parti que ce pays pourra continuer à prospérer, et que ces populations pourra continuer à gagner de l'argent, et en même temps, toutes les affaires dites régaliennes, c'est lui qui va pouvoir le gérer. Et alors, est-ce que finalement, c'est ça l'intérêt majeur dans la zone pour le Vietnam? C'est-à-dire, alors venons-en justement, vous parlez de donc, la mer de Chine méridionale. Euh, Parce que le principal litige dans la zone, c'est celui qui concerne les Spratlais. Donc les Spratlais, ces îles et îlots, parfois en dessous du niveau de la mer, donc en mer de Chine méridionale ou mer de l'Est pour les Vietnamiens. Alors concrètement, quels sont les intérêts du Vietnam dans les Spratlais? Est-ce que c'est encore une fois aussi de la politique interne mobilisée, ou est-ce qu'il y a vraiment, on parle notamment de réserves halieutiques, peut-être de pétrole et gaz, il y a vraiment des intérêts qui sont stratégiques pour le pays? Bon, d'abord, n'oublions pas les îlots du Nord, hein, qui sont plus situés assez proches des côtes vietnamiennes ou de l'île de Hainan, les Paracels, qui sont occupés intégralement par l'APL, donc par la Chine depuis 1974, hein, qui ont été récupérés avant la chute de Saigon en avril 1975 aux armées sud-vietnamiennes par les Chinois. Ça, c'est une réalité. Secondo, vous avez évoqué la question des Spratlais. Les Spratlais, ce n'est pas un vis-à-vis unique entre la Chine et le Vietnam. Les Spratlais, c'est d'abord un différend qui marque considérablement en fait, la géopolitique ou les relations politico-géographiques entre les voisins sud-est asiatiques. Hein. Il y a le Vietnam, certes, est le pays qui revendique et qui occupe le plus de territoires ou d'îlots dans les Spratlais. Hein. Le Vietnam est présent sur 21 territoires. On parle de territoire désormais hein, depuis la décision de la Cour d'arbitrage de La Haye en 2016. Hein. Donc, pas d'île en tant que telle, d'un point de vue juridique, mais de territoire. C'est le Vietnam qui occupe le plus de territoires. Sachant que par ailleurs, dans le droit de la mer, plus on occupe un territoire, notamment avec de la population, plus on peut revendiquer de droits autour, ce qui alimente aussi les conflits. Tout à fait. Mais donc, encore une fois, il y a le Vietnam, il y a la Chine, mais il y a également les Philippines, la Malaisie, Brunei, il y a également Taïwan. Donc, on est face à un problème, on va dire, de géopolitique qui est complexe et qui concerne l'ensemble du bassin et des pays riverains. Donc, le Vietnam n'est pas le seul à avoir ce problème dans cette zone. Ensuite, effectivement, il y a eu une sorte de cristallisation, un point de focus qui a été fait sur les revendications de l'entièreté de la zone par la Chine, avec cette fameuse ligne des 9 traits, et avec
cette non-reconnaissance d'un point de vue juridique des revendications chinoises par le tribunal d'arbitrage de La Haye en 2016. Donc là, on est face à quelque chose que les diplomates de la zone, et je pense à un diplomate vietnamien que j'avais pu rencontrer il y a quelque temps, qui me disait, mais les problèmes en mer de l'Est vont durer plus de 100 ans. On n'est pas prêt de trouver une solution parce qu'à chaque fois, à la fois, c'est inextricable, trouver des logiques, on va dire, sur l'antériorité des peuplements d'un pays ou de l'autre à travers la quête de preuves archéologiques etc. C'est compliqué et ça donne lieu à beaucoup d'instrumentalisation. Et c'est ça qui est intéressant quand on regarde l'historique de l'importance de cette zone et l'historique des revendications des pays de cette zone, c'est quelque chose qui est assez récent. Donc on est forcé assez récent. Pour certains, c'était dans les années 50, mais voilà, c'est devenu quelque chose de saillant et de conflictuel à partir des années 80-90. Hein. Le Vietnam a redécouvert son identité maritime dans les années 90. Donc on est face à quelque chose qui a une histoire, d'une certaine façon, assez récente. Pourquoi ? Et c'est là où j'en viens à ma remarque précédente, ma réflexion précédente sur la question ou l'importance de la mémoire en fait conflictuelle pour pouvoir permettre à un régime de perdurer. En Chine comme au Vietnam, les États et les élites en place ont besoin d'avoir comme ça des points de conflit pour pouvoir, encore une fois, légitimer leur place et penser leur avenir de manière assez sereine. Voilà, ça n'enlève en rien, naturellement, de la réalité de ces différents maritimes. Mais je l'évoque parfois, où j'ai pu écrire un article sur la question, sur une des mers semi-ouvertes qui est liée à cet espace marin, qui est le golfe du Tonkin, qui est situé au nord du Vietnam face à l'île de Hainan. Il y a eu, depuis les années 90, beaucoup d'avancées et beaucoup de discussions entre les autorités chinoises et les autorités vietnamiennes pour trouver, déjà pour partager les espaces maritimes, pour partager la question du traitement des ressources des fonds marins dans cette mer semi-fermée. Et depuis la signature d'un accord en 1999 et en 2000, de deux accords distincts à la fois sur les zones de pêche, sur les explorations sous-marines et sur la mise en place, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, de manœuvres conjointes entre les gardes-côtes chinois et vietnamiens et les marines chinoises et vietnamiennes, d'un accord de coopération sécuritaire qui continue aujourd'hui à fonctionner et qui montre que, d'une certaine manière, sur certains aspects compliqués, notamment des aspects de revendication maritime, un dialogue ou des négociations existent aujourd'hui entre les autorités chinoises et vietnamiennes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a certes des réalités, on va dire, géopolitiques ou géostratégiques sur le terrain qui sont compliquées. Toute diplomatie comprend des réalités qui sont difficiles à gérer. La France, sur de nombreux territoires dans le monde, continue d'avoir des différends qu'il convient de régler ou qui donnent lieu à des discussions bilatérales de manière régulière. Là, on est dans une logique qui est identique. Il y a cet espace marin qui est divisé. Il y a des régimes politiques qui, d'une certaine manière, y trouvent leur intérêt. Et il y a, vous l'avez évoqué, toute une série, et pas uniquement ces questions de ressources halieutiques ou de présence de ressources en hydrocarbures tour à tour, surestimées, surévaluées ou sous-évaluées. Il y a pour Pékin, et ça j'ai travaillé sur cette question dans l'article que vous avez évoqué, publié dans la revue Hérodote cette année, aussi une réalité
militaire de cette zone, qui est principalement liée à la présence en fait de routes sous-marines pour ces sous-marinades, qui est l'enjeu de demain. Et c'est intéressant de ce point de vue parce que tout se rejoint. L'ensemble de ces pays, désormais, s'intéressent de plus en plus à la question des sous-marins, se dotent de plus en plus de sous-marinades, construisent des bases de sous-marins un petit peu sur leur territoire dans toute la zone, et on assiste véritablement depuis 20 ans à une militarisation qui n'est plus uniquement liée au territoire émergé, mais qui prend en compte ce qui est, à mon avis, le réel enjeu stratégique de la zone, qui est celle du contrôle des routes sous-marines en mer de Chine méridionale. On l'a évoqué, beaucoup de pays revendiquent ces îles et îlots, ces territoires, et notamment Taïwan. Taïwan qui justement occupe certaines îles, notamment pour surveiller les mouvements de l'Armée populaire de libération, avec, vous l'avez dit, cette base sous-marine à Hainan. Ce qui nous ramène en fait à cet autre risque majeur dans la zone, car si conflit il y avait entre Taïwan et la RPC, ça aurait forcément un impact extrêmement important pour le Vietnam. En matière de sécurité, c'est évident, mais aussi en matière d'économie, puisque rappelons quand même que Taïwan et la Chine sont des partenaires économiques majeurs du Vietnam. Alors comment se positionne le pays face à cette éventualité ? Alors d'abord, le Vietnam est un pays qui est fondamentalement pragmatique, dans le sens où qui est beaucoup moins idéologique que certains observateurs peuvent le croire, et notamment dans les pays occidentaux. Les Vietnamiens sont extrêmement pragmatiques, ils observent, ils regardent, ils analysent, ils s'interrogent sur les rapports de force, et ils voient où sont leurs intérêts, ou qu'est-ce qu'ils peuvent récupérer pour eux dans le cadre d'un contexte plus délictueux, ou plus conflictuel, ou de tension. Et donc voilà, ça c'est le premier point. Le second point, c'est que l'enjeu aujourd'hui pour beaucoup de pays sud-est asiatiques, c'est de se dire, mais quel sera l'avenir de cet Indo-Pacifique pensé par les Occidentaux pour nous, sud-est asiatiques? Quel sera l'avenir de la politique américaine en Asie, longtemps gendarme, vue, pensée, à raison naturellement, de la place que les Américains ont occupée comme seul et unique gendarme en Asie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, les voix se lèvent, où les gens discutent plus ouvertement de cet avenir. Est-ce que Washington aura encore les moyens demain d'être le pays qui pourra arbitrer tous les contentieux bilatéraux qui existent, et ils sont nombreux, ils sont très nombreux, entre les pays sud-est asiatiques, en Asie du Nord, ils sont très nombreux. Donc la vraie question qui se pose, c'est quelle sera quel est le futur de la Pax Americana? Comment les États-Unis maintiendront leur superpuissance en Asie dans un cadre géopolitique qui évolue, dans un cadre économique qui a considérablement changé depuis un demi-siècle. Et là, il y a beaucoup de dirigeants, beaucoup de pays qui ont un réflexe qui n'est pas celui forcément d'une fidélité politique ou sécuritaire à des enjeux passés, mais qui se disent, ben voilà, aujourd'hui, qui est le plus fort? Aujourd'hui, qui c'est qui met le plus d'argent sur la table? Aujourd'hui, qui est-ce qui nous comprend le mieux? Certes, c'est pas facile avec les Chinois, mais c'est eux qui sont là, qui répondent présents pour tous ces défis d'avenir. Même donc, économiquement. Et surtout économiquement. Aujourd'hui, l'Asie du Sud-Est ne peut plus se permettre d'avoir une position, on va dire, d'opposition vis-à-vis de la Chine, parce qu'il y a une interdépendance économique qui est telle, et aussi, ne l'oublions pas, parce que Pékin joue sur 3 fronts, le front d'Asie du Nord, le front d'Asie du Sud et le front sud-est asiatique. Et l'Asie du Sud-Est n'est pas le front le plus difficile pour sa diplomatie. Et donc, ils ont compris qu'il fallait qu'ils développent une diplomatie d'influence différente. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils gagnent les cœurs également. Ils ont compris qu'il y avait ce problème véritablement compliqué de mer de Chine méridionale, mais que parallèlement à ça, ils avaient face à eux toute une série d'interlocuteurs qui sont majoritairement, et ne l'oublions pas, parce que ça compte beaucoup, des régimes
je dirais, autoritaires ou semi-autoritaires, des régimes qui ne sont pas forcément ce qu'on nous qualifierons, nous, en Occident, des grandes démocraties libérales, et qui sont assez sensibles au discours de la force, de la puissance, de l'argent que profère la Chine d'aujourd'hui, et qui sont, avouons-le, beaucoup moins à l'écoute sur toute une série de thématiques portées en fait par l'Union européenne ou portées par les États-Unis ou portées par l'Occident autour de valeurs plus démocratiques, inclusives, etc. Donc c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit. On est sur un terrain qui est mouvant. On n'est pas sur un terrain où on a face à nous une série de nations qui sont susceptibles d'être extrêmement bienveillantes à la notion de menace chinoise. Personne n'a envie réellement aujourd'hui, ou personne n'a les moyens réellement aujourd'hui, en Asie du Sud-Est et au Vietnam, plus encore, de définitivement choisir un camp. Oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi assez révélateur de ce qu'est aujourd'hui l'ASEAN et notamment les relations entre les pays d'Asie du Sud-Est. Parce qu'il semble, donc, par exemple, sur le cas de Taïwan, avoir quand même des intérêts communs. Mais l'organisation, si on parle bien de l'ASEAN, elle est quand même vraiment centrée sur la coopération économique. Et ils sont bien plus en peine d'adopter une position sur les enjeux de sécurité commune. Dans ce cas-là, on est plutôt sur des accords bilatéraux. Et du point de vue américain ou chinois, on voit très bien ce que ça donne. Il y a notamment donc la Thaïlande, les Philippines, qui sont des alliés majeurs hors OTAN des États-Unis. D'autres pays comme le Laos ou le Cambodge qui sont plus proches de la Chine. Mais au sein même de l'Asie du Sud-Est, est-ce que le Vietnam avance tout de même avec des partenaires régionaux sur ces enjeux de sécurité ? Alors le Vietnam, comme beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, je le répète, opte pour une politique de l'équilibre. Il y a des instances multilatérales qui sont en charge de ces questions de sécurité et de défense au sein de l'ASEAN. Je pense à la DMM+, où d'ailleurs le ministre, Man Giang, le ministre vietnamien, vient d'intervenir il y a peu, montrer encore une fois que l'enjeu et la responsabilité et l'objectif premier en fait des autorités vietnamiennes, c'est de pousser à un règlement pacifique des différents multilatéraux ou bilatéraux. Et donc il y a une position vietnamienne qui est toujours la même, hein, qui est celle de faire en sorte que il faut internationaliser le plus possible les points de conflit et il faut jouer sur le plus de pays possible pour essayer de trouver une solution la moins guerrière possible. Ça, c'est la position officielle vietnamienne et ça lui permet très facilement de se conformer à son dernier livre blanc de la défense qui, rappelons-le, qui est composé, donc il y a 3 grands noms en fait qui structurent la politique de défense vietnamienne. Ils ont décidé d'en ajouter un 4e et qui met en avant le fait que le Vietnam jamais ne soutiendra un camp contre un autre et qu'il interviendra toujours pour pouvoir trouver, encore une fois, une situation d'équilibre entre les blocs. Avec par ailleurs, parmi ces 4 points, qui est relativement important sur les enjeux de sécurité, refus de l'emploi de la force dans les relations internationales ou même de la menace de l'emploi de la force dans les relations internationales. Oui, c'est facile à dire pour un pays qui est un pays connu pour son histoire guerrière, connu pour son histoire de résistance au fil des siècles et qui a été traversé, marqué, détruit, pillé par des guerres meurtrières au XXe siècle et qui aujourd'hui se dit que c'est du tout en un. Si des tensions se réouvrent, si le Vietnam va être obligé de choisir un camp, c'est dangereux au fait pour la stabilité de sa population, c'est dangereux pour son économie, c'est dangereux pour de facto au fait le parti qui tient le pouvoir dans ce pays. Donc personne n'a rien à gagner au Vietnam à essayer de rentrer dans une logique belliqueuse, tout en sachant qu'on voit qu'au sein du bureau politique vietnamien, au sein de l'appareil d'État vietnamien, et ça on me pose
où on se pose la question depuis des décennies déjà. Il n'y a pas une clique de pro-occidentaux, une clique de pro-chinois qui veulent orienter d'un côté ou de l'autre le régime vietnamien. Il y a un appareil d'État qui est composite, qui comprend des rivalités individuelles, mais qui est très centré sur l'idée d'accompagner l'enrichissement de ce pays, de sa population et de même, de facto, parce que c'est ça quand même l'enjeu premier en fait du maintien au pouvoir d'un appareil qui a fait ses preuves depuis plus de 70 ans. Mais justement, puisqu'il y a fondamentalement cette idée de ne pas se positionner, qui est partagée par la plupart des pays de la zone, est-ce que le Vietnam arrive à trouver un terrain d'entente et à avancer sur ces enjeux sans pour autant se positionner avec des pays d'Asie du Sud? Les choses vont assez vite. Vous évoquez la question de Taïwan. Taïwan, en fait, l'ensemble des pays de la zone défend la position de One China Policy. En fait, donc il n'y a personne qui soutient ouvertement, qui reconnaît ouvertement l'indépendance de Taïwan. Tout en étant ambigu, parce que par ailleurs, il y a une ambassade de facto de Taïwan au Vietnam. Mais la politique n'est pas une affaire de noir et de blanc. La politique est une affaire de nuances. Donc on est dans de la nuance permanente, dans du pragmatisme permanent. Taïwan a été un des premiers investisseurs étrangers au Vietnam au début des années 90, qui a fondamentalement aidé au développement de l'économie du pays. Et ça ne pose pas de problème. Mais parallèlement à ça, effectivement, vous trouverez énormément d'analystes, d'observateurs, de gens dans la rue qui vous diront oui, non, Taïwan c'est aussi la Chine, ce qui s'est passé à Hong Kong, ça se passera probablement à Taipei. De toute façon, personne en Asie du Sud-Est ne voudra bouger ou ne voudra soutenir les Occidentaux en cas d'intervention. Et ça, c'est... Voilà, il y a des déclarations qui sont celles qu'elles sont. En politique, on fait des déclarations. Et puis après, il y a une réelle politique qui est celle, en fait, du quotidien et de la réalité des relations entre les nations et entre les peuples dans cette zone. Et qui dépend donc évidemment largement du contexte. Et dans le contexte international aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté évidemment de l'agression russe en Ukraine, qui d'ailleurs n'a pas été condamnée en ces termes par le Vietnam. Est-ce que ce contexte, il pourrait aussi pousser le Vietnam à approfondir sa relation avec d'autres pays? Et là, je pense surtout aux États-Unis, parce qu'on a par exemple cette annonce fin septembre qui fait état de discussions entre donc le Vietnam et les États-Unis pour l'achat par le Vietnam de F-16. Alors, d'abord, il y a quelque chose de très romantique que les géopoliticiens, j'aime pas beaucoup l'expression, mais je l'utilise quand même, aiment utiliser souvent un petit peu à tort, qui est celle du grand jeu, cette culture du grand jeu, où tout doit être pensé, tout est histoire de calcul. Non, je crois qu'il y a beaucoup de pragmatisme, beaucoup d'improvisation, ça dérange aucunement de s'accorder sur quelque chose aujourd'hui et de dire l'inverse demain ou après-demain. La politique se construit souvent comme ça, en fait, là-bas, ce qui peut dérouter et ce qui déroute souvent certains partenaires, parce que, encore une fois, vous ne trouverez pas forcément une ligne droite qui est suivie en permanence par le Vietnam dans la conduite de ses relations internationales. On a parlé de la Russie, oui, mais la Russie est le premier fournisseur d'armement vietnamien et de loin, la Russie est toujours un pays qui s'est montré solidaire sur les questions sécuritaires et énergétiques. C'est très important avec le Vietnam. Je pense à Vietsopetrol, la compagnie pétrolière qui est surtout active au sud-Vietnam. Je pense naturellement aux questions liées au nucléaire, au charbon, etc. Il y a une vraie présence sur les dossiers stratégiques pour le développement du pays de la Russie. Et effectivement, les Vietnamiens n'ont pas répondu à l'appel des pays occidentaux pour dénoncer la guerre en Ukraine, mais comme de nombreux pays dans le dit Grand Sud ou Global Sud, comme on appelle ça aujourd'hui, et c'est très clair. Pour les États-Unis, à nouveau, pragmatisme. Est-ce que c'est, j'ai cru entendre, on a pu lire par-ci, par-là, que le Vietnam, en accueillant Biden et en acceptant de rehausser le partenariat stratégique d'un cran avec Washington, était en train de se repositionner et de dire non à Xi Jinping? Arrêtons. Le marché américain pour l'économie vietnamienne est un marché d'exportation prioritaire. Le Vietnam aujourd'hui, pour Washington, et je crois
crois, de mémoire, le 7e marché d'exportation. Il a dépassé, c'est assez symbolique, il a dépassé cette année le Royaume-Uni pour les Américains. Les Américains exportent davantage de biens et de marchandises au Vietnam qu'ils le font au Royaume-Uni. Donc on est dans une imbrication des économies, on est dans une imbrication en fait aussi des peuples. Les communautés de Vietnamiens, d'Américains d'origine vietnamienne sur le sol américain sont nombreuses. Les Viet Kieu, donc voyagent d'un pays à l'autre, les liens économiques sont très forts. Qu'est-ce qui pourrait permettre, encore une fois, au secrétaire général du Parti communiste vietnamien et à son entourage politique de dire non aux États-Unis aujourd'hui? Les risques économiques sont trop importants. Là, on est dans une sorte de pur pragmatisme économique qu'il faut enrober de mots délicats qui permettent, encore une fois, de rehausser cette relation bilatérale. Mais c'est ancien, hein, c'est un principe de la logique, c'est un principe de la diplomatie économique vietnamienne depuis 20 ans, où il a été dicté à plusieurs reprises que les autorités vietnamiennes, à aucun moment, elles l'ont peut-être fait sur des questions ponctuelles, mais à aucun moment ne politiseraient ses relations économiques avec ses partenaires. Ce qui est essentiel, encore une fois, c'est le commerce, et tout le monde est conscient qu'il n'y a que ça qui est au centre des décisions prises aujourd'hui par les autorités vietnamiennes dans leurs relations avec l'étranger. Pour finir, vous avez publié cet été un roman graphique, Rouge Sang, mis en dessin par Roman Gigou, qui nous dépeint l'histoire d'une journaliste impliquée malgré elle dans une affaire d'État au Vietnam, avec comme toile de fond les luttes d'influence que se livrent l'Ukraine et la Russie dans les nuits d'Hanoï. Alors c'est un médium assez original que vous avez choisi ici. Pourquoi est-ce que, en tant que chercheur plutôt habitué aux publications académiques, vous avez choisi ce format? Est-ce que c'est aussi une façon de rappeler que dans ces dynamiques géopolitiques, c'est aussi des hommes, des femmes, des acteurs qui sont au centre du jeu? Alors, je pourrais d'abord répondre de façon plus simple. Il y a un contexte aussi qui était particulier. Le Vietnam, pendant quelques années, a été fermé à cause du Covid. Il était plus difficile pour des chercheurs de s'y rendre et de travailler, donc de conduire une série d'entretiens, etc. Donc, le pays étant fermé, j'ai eu un petit peu plus de temps. Ce besoin de Vietnam, ce besoin de travailler sur le Vietnam, je l'ai retrouvé en épluchant mes notes de mes précédents terrains, de mes précédents entretiens, et j'ai vu souvent évoquer cette question en fait de rivalité entre des Vietnamiens qui avaient passé du temps en Ukraine par le passé ou en Russie suite comme conséquence logique en fait des différends européens entre la Russie, la Crimée et l'Ukraine. Donc je me suis dit, tiens, voilà, il y a une matière qui mériterait peut-être d'être travaillée, mais il faudrait faire beaucoup de travail supplémentaire. Donc pourquoi ne pas essayer de l'utiliser pour autre chose? Après, je suis, à titre personnel, un grand lecteur en fait de romans graphiques, et c'est quelque chose qui est assez, je dirais pas habituel, mais qu'on retrouve beaucoup à l'université. Je suis invité notamment dans un séminaire qui est consacré aux autres narratifs en fait en sciences humaines, organisé par un collègue de l'université de Paris-Cité au mois de février prochain avec le dessinateur, où on va parler justement de Rouge Sang comme étant un objet, un vecteur de compréhension ou d'analyse ou de travail de la recherche en sciences humaines sur un pays ou sur un terrain dit sensible. Et de ce point de vue-là, effectivement, voilà, dans ce contexte-là, j'ai eu envie de travailler ou de raconter cette histoire. Ensuite, c'est vrai que dans un parcours universitaire, on a de temps en temps besoin je dirais pas de vagues de respiration, mais et c'était extrêmement agréable de profiter, de réfléchir sur le Vietnam, de mettre en scène des acteurs qui sont des acteurs souvent sécuritaires. Hein. Dans ce roman, vous trouvez des officiers de l'armée populaire vietnamienne, vous trouvez des diplomates, vous trouvez des gens de la sécurité publique, toute une série de gens qui sont extrêmement importants en fait et qui évoluent dans le Hanoï d'aujourd'hui. J'avais envie de parler d'eux, j'avais envie de le parler sans une fois de plus de regard binaire ou il y a pas de jugement, il y a juste une voilà.
je travaille sur ce pays, j'avais envie de déambuler dans un Hanoï très contemporain à travers une histoire géopolitique et mettant en scène toute une série d'acteurs sécuritaires qui sont ceux avec lesquels je travaille le plus souvent depuis une vingtaine d'années. Et voilà, je leur ai donné une vie un peu fictive. Je leur ai donné parce que, naturellement, c'est une histoire qui est basée sur des faits réels, mais qui est quand même largement inventée. Et c'est aussi un hommage à une ville. C'est un hommage à Hanoï, c'est un hommage à une ville que j'aime, à des lieux. Et j'espère encore une fois que les lecteurs, en découvrant cette histoire, auront envie d'aller au Vietnam et envie de parcourir cette ville. Merci, Benoît Tréglaudet, de nous avoir accompagnés pour cette émission. Je rappelle que l'on peut retrouver votre roman graphique Rouge Sang, mis en dessin par Romain Gigot et publié aux éditions Rive-Neuve en librairie. Merci. Vous écoutiez GeoAsia. Cette émission a été écrite et réalisée par Mathieu Turpin et Nathan Salé et est soutenue par le Master Affaires internationales asiatiques AFASIA de Sciences Po Lyon. Je précise que tout retour et commentaires sont les bienvenus, par email ou sur les pages Instagram et Twitter de l'émission GeoAsia Podcast.